6 mai 2013, Cleveland, Ohio, 18 h. Une femme appelle le 911. Elle parle vite, respire difficilement. La standardiste demande ce qui s'est passé. Réponse: on m'a enlevé, j'ai besoin d'aide. Question standard: quand est-ce qu'est arrivé? Où êtes-vous maintenant? Êtes-vous en sécurité? La femme fait une pause, puis prononce une phrase qui fait frissonner la standardiste. On m'a enlevé il y a 10 ans. Je m'appelle Amanda Berry. Amanda Berry. Ce nom, tout Cleveland le connaît. Le 21 avril 2003, la veille de ses 17 ans, Amanda sort du travail de chez Burger King. Appelle sa mère, dit qu'on va la déposer. N'est pas rentrée. Disparue. La police a cherché, la mère a donné des interviews, supplié qu'on lui rende sa fille. 1 an, 2, 5 ans passent. Pas de traces. En 2006, la mère d'Amanda est décédée d'une crise cardiaque, sans jamais savoir ce qu'il était advenu de sa fille. 10 ans plus tard, tout le monde considérait Amanda morte. Et voilà cette voix au téléphone. La standardiste demande l'adresse, la femme répond « 2207 Seymour Avenue ». Quartier de Tremont, partie ouest de la ville. Maisons ordinaires, rues ordinaires. Question suivante. Qui l'a retenu? Pause, puis doucement. Ariel Castro. Il a 52 ans. Il est chauffeur de bus scolaire. La standardiste note tout, transmet à l'équipe opérationnelle, continue la conversation. On entend d'autres voix en arrière-plan. La standardiste demande « Êtes-vous seul ?» Non. Jocelyn est avec moi. Elle aura bientôt 7 ans. Et 2 autres filles, Gina et Michelle. Amanda a disparu à 16 ans. Elle en a maintenant 27. Quelqu'un avec elle aura bientôt 7 ans. L'arithmétique est simple. 2 autres filles, Gina et Michelle. Leurs noms sont également enregistrés. Amanda poursuit. Il est parti, mais je ne sais pas quand il reviendra. S'il vous plaît, venez vite. 2 équipes de patrouille sont déjà en route. 1,5 km du poste. 5 minutes. L'enregistrement de la conversation continue. Chaque mot est noté. Tout cela deviendra une preuve. 8 minutes plus tard, les policiers sont devant la maison. Un bâtiment de 2 étages. Revêtement blanc. Porte métallique. Fenêtre close par des rideaux. De la rue, une maison ordinaire. Rien de suspect. Les officiers Anthony Espada et Barbara Jensen montent sur le perron. Frappe. La porte s'ouvre. Une femme maigre, cheveux longs, cerne sous les yeux, vieux vêtements trop grands. Derrière elle, quelqu'un d'autre, une petite silhouette aux cheveux clairs. L'officier Espada demande « Vous êtes Amanda Berry ?» Elle hoche la tête. Les larmes coulent sur son visage. Fait un pas en avant, sort sur le perron, à la lumière. Derrière elle sortent 2 autres femmes, toutes 2 exténuées, toutes 2 effrayées. Les officiers appellent des renforts. Les premières questions sont posées immédiatement, là, sur le perron. Amanda Berry, 27 ans, disparue en avril 2003. 10 ans dans cette maison. Gina de Jesus, 23 ans. L'officier Johnson se souvient de cette affaire. Avril 2004. Gina rentrait de l'école. Elle avait 14 ans. N'est pas arrivée chez elle. Disparue. 9 ans se sont écoulés. La 3e femme reste silencieuse plus longtemps, puis dit « Michelle Knight ». Ce nom ne dit rien aux officiers. On découvrira plus tard pourquoi. Michelle a disparu en août 2002. Elle avait 21 ans. Mais son dossier a été rapidement clos. On a décidé qu'elle était partie de son plein gré. Michelle a passé 11 ans en captivité. Et personne ne la cherchait. Toutes les 3 prononcent le même nom. Ariel Castro. Toutes les 3 désignent la maison. Il les a retenues ici, pendant des années, dans une rue ordinaire, au centre d'un quartier résidentiel. L'officier Espada contacte le poste, transmet les noms, demande de vérifier dans la base de données. La réponse est rapide. Amanda Berry, recherchée. Gina de Jesus, recherchée. Les 2 dossiers sont actifs. Elles ont été cherchées tout ce temps. Michelle Knight, dossier clos. Disparition volontaire. Personne ne savait qu'elle était là. Des détectives, des médecins arrivent devant la maison. Les 3 femmes sont envoyées à l'hôpital. Jocelyn part avec Amanda. La police commence à chercher Castro. Le signalement est transmis à toutes les patrouilles. Latino-américain, 52 ans, taille moyenne, lunettes, pick-up blanc. Les voisins donnent les premiers commentaires. Un homme ordinaire, calme, aimable. Chauffeur de bus scolaire. Joué dans un groupe local.
Organiser parfois des barbecues. Personne ne soupçonnait rien. Personne n'avait rien vu. Personne n'avait rien entendu. La maison semblait normale. Castro se comportait normalement. 10 ans de double vie. Pas une seule erreur. Jusqu'à aujourd'hui. Vers 20 heures, Castro est interpellé près d'un restaurant sur West 107th Street. Il sort de son pick-up, se dirige vers l'entrée, sans hâte, sans regarder en arrière. 2 détectives l'approchent par derrière, appellent son nom. Castro s'arrête, se retourne. Aucun signe de peur sur son visage, ni de surprise, seulement de la fatigue. Ses droits lui sont lus, on lui passe les menottes. Il ne résiste pas, reste silencieux. Dans la voiture, le détective demande « Savez-vous pourquoi vous avez été arrêté ?» Castro regarde par la fenêtre. Quelques secondes de silence. Puis « Oui, je sais. » Plus un mot. Il demande un avocat, refuse de témoigner. Pendant que Castro est emmené au centre de détention, les criminalistes commencent l'inspection de la maison. Photographie, collecte des preuves. Ce qu'ils trouvent change tout. Les fenêtres sont barricadées avec du contreplaqué de l'intérieur, de lourds rideaux par-dessus. De l'extérieur, tout semble normal. De l'intérieur, ce sont des murs. Les portes des chambres à l'étage sont renforcées. Serrures supplémentaires, se verrouillent uniquement de l'extérieur. Impossible d'ouvrir de l'intérieur. Dans une pièce, des chaînes, fixées au mur, des colliers aux extrémités. Au sous-sol, des traces de sang sur le sol. Les criminalistes prélèvent des échantillons. La police travaille toute la nuit. La maison devient une scène de crime. Au matin, l'histoire prend une dimension nationale. CNN, Fox News, toutes les grandes chaînes envoient des reporters. 3 femmes, que l'on croyait mortes, sont vivantes. Elles ont passé des années en captivité. Se trouvaient à quelques kilomètres de leur famille, des personnes qui les cherchaient. Et tout ce temps, leur ravisseur menait une vie ordinaire, travaillait, socialisait, souriait à ses voisins. Il fallait maintenant éclaircir le plus important. Comment les avait-il enlevés? Comment les avait-il retenus? Pourquoi personne n'avait rien remarqué? Et ce qui s'était passé à l'intérieur de cette maison toutes ces années. Seymour Avenue, une rue ordinaire dans l'ouest de Cleveland. Des maisons de 2 étages serrées les unes contre les autres. Petite cour, un quartier ouvrier typique où tout le monde se connaît. La maison numéro 2207 ne se distinguait en rien. Revêtement blanc, un perron soigné, tout comme chez les voisins. Le propriétaire, Ariel Castro. Pour les habitants de la rue, il était simplement Al, un voisin avec qui l'on pouvait échanger quelques mots sur le perron. Les premiers témoignages des voisins ont été recueillis par la police immédiatement. La même nuit, pendant que les criminalistes travaillaient dans la maison, Juan Pérez habite 3 maisons plus loin, connaissait Castro depuis 20 ans. Un gars ordinaire, toujours bonjour, parfois aidé avec la voiture, rien d'étrange. Elisa Castillo, maison d'en face, il était souvent assis sur le perron, jouait de la guitare. On parlait du temps, des nouvelles, des conversations ordinaires. Tito Denis, voisin de droite, un mur mitoyen entre les maisons, je n'ai jamais rien entendu, ni cri, ni bruit. Le mur est mince, j'entends la télé des autres voisins. Mais de chez Al, le silence. Un silence complet, pendant des années. Castro travaillait comme chauffeur de bus scolaire pour le district scolaire métropolitain de Cleveland. 22 ans d'ancienneté, une réputation impeccable, pas une seule plainte. Chaque matin à 6 heures, il sortait de chez lui, allait au travail, déposait les élèves, rentrait le soir. Ses collègues le décrivent de la même manière, calme, responsable, toujours à l'heure. Les parents lui confiaient leurs enfants. Mais le travail n'était pas la seule chose qui rendait Castro visible. Il jouait de la basse dans un groupe local, Grupo Fuego, musique latino-américaine, se produisait lors de fêtes de quartier, mariages, soirées privées. Fernando Cobo, guitariste du groupe, Al faisait partie de l'équipe, venait à chaque répétition. On discutait de musique, on blaguait, on buvait de la bière. Un gars normal. Les concerts étaient publics. Des dizaines, parfois des centaines de personnes. Castro était sur scène, souriait, était en vue. Il ne se cachait pas, n'évitait pas les gens. Au contraire, il participait activement à la vie du quartier. Les voisins se souviennent des barbecues dans la cour. Plusieurs fois par an, Castro invitait les habitants de la rue, faisait griller de la viande, offrait de la bière. Nancy Ruiz, voisine de gauche, je venais à ses barbecues. Il était hospitalier. On était dans sa cour, on parlait, à 10 mètres de cette maison, et personne ne savait rien. La police étudie les photos de ces événements. Des gens sourient,
Castro au centre. Derrière lui, la maison, fenêtre close. Et à l'intérieur, 3 femmes enchaînées. Même la famille ne soupçonnait rien. Castro avait 4 enfants adultes d'un mariage précédent. Ils rendaient régulièrement visite à leur père, venaient à la maison, s'asseyaient dans le salon. Castro ne les laissait pas monter à l'étage, disait que c'était le désordre. Personne n'insistait. Une de ses filles dira plus tard « J'ai été dans cette maison des dizaines de fois, et tout ce temps, ces femmes y étaient. Je n'arrive toujours pas à le réaliser. » Le matin, travail. L'après-midi, écolier. Le soir, à la maison. Parfois des répétitions, parfois des barbecues. Tout était prévisible, tout était régulier. Castro achetait ses courses dans les supermarchés ordinaires. Beaucoup de courses. La propriétaire du magasin du coin. Il venait 1 fois par semaine, acheter beaucoup de nourriture. Je pensais qu'il avait une grande famille. Autre détail, les fenêtres de la maison. Toujours fermées, toujours, rideau épais. Les voisins le remarquaient, mais n'y prêtaient pas attention. Chacun a ses habitudes. Personne ne posait de questions superflues. Personne ne se mêlait de la vie d'autrui. C'était un quartier calme où l'on respectait la vie privée. Et Castro en profitait. Il créait l'image d'une personne normale, la maintenait, ne laissait aucune fissure. Pendant des années, il rentrait chez lui après le travail, fermait la porte et devenait une autre personne, celle que les voisins ne connaissaient pas, celle que ses collègues ne voyaient pas. Il fallait maintenant que l'enquête détermine comment cette double vie avait commencé, comment Castro s'était transformé d'un habitant ordinaire de Cleveland en un ravisseur qui avait retenu 3 femmes en captivité pendant plus de 10 ans. Tout n'a pas commencé le 6 mai 2013. Tout a commencé 11 ans plus tôt. À l'époque, personne ne savait que ces disparitions étaient liées. 3 cas différents, 3 années différentes, circonstances différentes. La première fut Michelle Knight. Le 23 août 2002, Michelle a 21 ans. Elle vit seule à Cleveland. Loue une chambre, travaille ici et là. Sa vie ne s'est pas déroulée comme prévu. Problèmes familiaux, problèmes avec la loi, infractions mineures. Rien de grave. Ce jour-là, Michelle se rend à un rendez-vous aux services sociaux, une affaire de tutelle temporaire pour son fils. Elle doit y aller, c'est important. Elle sort de chez elle, marche dans la rue. Plus personne ne la revoit. La cousine de Michelle appelle la police 2 jours plus tard, dit que Michelle a disparu, ne rentre pas chez elle, ne répond pas aux appels. La police ouvre un dossier, interroge les connaissances, vérifie les derniers déplacements. Une version se dessine rapidement. Michelle était en conflit avec sa famille. Il y avait des dettes, il y avait des problèmes. Le détective en charge de l'affaire conclut. Elle est partie de son plein gré, peut-être dans une autre ville, peut-être chez quelqu'un qu'elle connaissait. L'affaire est classée comme disparition volontaire. Les recherches actives cessent après quelques mois. Michelle reste dans la base de données des personnes disparues, mais plus personne ne la cherche. La famille n'insiste pas. Les relations étaient compliquées. Beaucoup pensaient vraiment qu'elle était simplement partie. 1 an passe. Aucune trace. Aucun appel. Michelle s'était comme évaporée. Le 21 avril 2003. Amanda Berry. Elle a 16 ans. Elle travaille chez Burger King après l'école. Veut économiser pour une voiture. Une lycéenne ordinaire avec des projets ordinaires. Le lundi 7 avril. Le quart de travail d'Amanda se termine à 7h30 du soir. Elle appelle sa mère. Dit qu'une collègue va la déposer. La mère dit « D'accord, je t'attends à la maison ». Amanda sort du restaurant, se dirige vers l'arrêt au coin de West 110 et Lorraine Avenue. La distance jusqu'à la maison, 3 miles. En voiture, 10 minutes. Elle n'arrive pas chez elle. La mère, Luana Miller, commence à appeler 1 heure plus tard. Le téléphone d'Amanda ne répond pas. Elle appelle la police à 22h. La police réagit immédiatement. Mineure, fille responsable, n'avait jamais disparu, n'avait jamais fugué. Aucune raison de quitter la maison. Les recherches commencent la même nuit. Ratissent le quartier. Interrogent les collègues de Burger King. Vérifient les caméras de surveillance. Il y en a peu en 2003, mais celles qui existent sont vérifiées. Les enregistrements montrent Amanda sortir du restaurant, marcher dans la rue, tourner au coin. Plus de caméras après. La police la déclare officiellement disparue. Les médias s'emparent de l'histoire. Luana Miller donne des interviews sur toutes les chaînes, des affiches dans toute la ville, récompense pour toute information.
Des dizaines de personnes appellent, disent d'avoir vu Amanda. Dans le bus, dans un magasin, dans un autre quartier. La police vérifie chaque piste, ne trouve rien. Les mois passent, aucune trace. Le dossier reste ouvert, mais l'espoir diminue. En 2006, Luana Miller meurt. Son cœur n'a pas tenu. Les médecins parlent de stress. 3 ans vécus dans l'incertitude. N'a pas su ce qu'il était advenu de sa fille. Le 2 avril 2004, Gina DeJesus. Elle a 14 ans, élève à l'école secondaire Wilbur Wright, vit avec ses parents et ses frères dans la partie ouest de Cleveland, une écolière ordinaire. Après les cours, Gina rentre à pied. Un itinéraire habituel, 2000. Elle le parcourt tous les jours. Au coin de Lorraine Avenue et West 105 Street, elle marche avec une amie. Elle parle, rit. L'amie tourne vers sa maison. Elles se disent au revoir. Gina continue seule. Plus personne ne la revoit. Les parents commencent à s'inquiéter vers 18h. Gina aurait dû arriver à 15h. 3 heures se sont écoulées. Le téléphone ne répond pas. Le père, Félix DeJesus, monte dans sa voiture, parcourt le chemin de sa fille, interroge les passants. Personne n'a rien vu. À 19h, appel à la police. Une écolière a disparu. 14 ans. N'est pas rentrée chez elle après l'école. La police mobilise tout le quartier. Des dizaines d'officiers, des volontaires, des voisins, ratissent chaque rue, chaque cour, chaque ruelle. Rien. Les médias sont de nouveau présents. L'histoire de Gina devient la nouvelle principale à Cleveland. Les parents lancent un appel au public, supplient qu'on leur rende leur fille, offrent une récompense. Des milliers de personnes partent à sa recherche, vérifient les bâtiments abandonnés, les terrains vagues, les parcs, vérifient tout. Le détective en charge de l'affaire remarque une coïncidence. Amanda Berry a disparu il y a 1 an. Dans le même quartier, dans des circonstances similaires, toutes deux rentraient chez elles. Toutes deux ont disparu sans laisser de traces. Il rouvre le dossier d'Amanda, compare les détails, vérifie s'il y a un lien. Les lieux de disparition se trouvent à 1 mille l'un de l'autre. Toutes deux ont disparu en avril. La différence est exactement d'1 an. Peut-être une coïncidence, peut-être pas. La police commence à envisager la thèse d'un ravisseur en série, vérifie les bases de données, cherche des affaires similaires, examine les criminels enregistrés dans le quartier. Ne trouve rien. Le dossier de Michelle Knight n'est pas lié à ces disparitions. Son cas est clos. Elle est répertoriée comme partie volontairement. Personne ne pense à revérifier cette version. Pendant ce temps, les 3 femmes se trouvent au même endroit, dans la maison de Seymour Avenue, à quelques kilomètres des lieux de leur disparition, près de leur famille, près des postes de police où les enquêtes sont menées. Mais personne ne le sait. Les années passent, les dossiers restent ouverts, les familles vivent sans réponse, et Ariel Castro poursuit sa vie ordinaire. La police de Cleveland lance une opération d'envergure, 2 affaires de disparition, Amanda Berry et Gina DeJesus. Une équipe spéciale est créée, les détectives travaillent 24 heures sur 24. Ils vérifient chaque piste, interrogent toutes les personnes qui ont vu les jeunes filles pour la dernière fois. Visionnent les enregistrements des caméras des dizaines de fois, vérifient les antécédents des criminels enregistrés dans un rayon de 5 miles. Rien. Les familles organisent leurs propres recherches. Des centaines de bénévoles chaque week-end distribuent des tracts, collent des affiches. La mère de Gina, Nancy Ruiz, donne des interviews chaque semaine. Le père organise des marches dans le quartier, maintient l'attention des médias. Et c'est là qu'apparaît Ariel Castro. Mai 2004, 1 mois après la disparition de Gina, Castro se rend à l'une des marches, distribue des tracts, parle aux gens, a l'air inquiet. La raison est simple. Sa fille Arlene était à la même école que Gina. Elles étaient amies. Castro connaissait personnellement la famille DeJesus. Il se tient maintenant aux côtés de la mère de Gina, lui adresse des mots de soutien, promet d'aider aux recherches. Nancy Ruiz se souviendra plus tard, il est venu me voir. Il a dit que sa fille était inquiète, qu'il voulait aider. Il avait l'air sincère. Castro prend les tracts, dit qu'il les affichera dans le quartier, en parlera à ses collègues de travail. Et il le fait réellement. Des tracts avec la photo de Gina apparaissent sur Seymour Avenue. La police interroge tous ceux qui connaissaient Gina, y compris Castro. Procédure standard. Un détective se rend chez lui, pose des questions. Quand a-t-il vu Gina pour la dernière fois?
Sait-il quelque chose sur sa disparition? Castro répond calmement. Il l'a vue pour la dernière fois il y a quelques semaines. Gina était venue voir sa fille. Elle faisait leurs devoirs. Rien d'inhabituel. Question sur le jour de la disparition. Où était-il le 2 avril après 15 heures? Réponse, au travail. Il déposait les écoliers. Son service s'est terminé à 18 heures. Puis il est rentré chez lui, à regarder la télévision. Le détective vérifie. Castro était effectivement sur son itinéraire. L'emploi du temps est confirmé. L'alibi n'est pas en béton, mais il n'y a pas de soupçon. Un père ordinaire de l'ami de la disparue, inquiet, veut aider. Le détective n'est pas entré dans la maison. Il n'y avait pas de raison, pas de mandat. Castro n'est pas un suspect, juste un témoin. S'il était monté à l'étage, s'il avait jeté un œil dans les pièces fermées, tout se serait terminé là, en 2004. Mais cela ne s'est pas produit. Les mois passent, la phase active ralentit. Pas de piste, les médias passent à d'autres nouvelles. Les familles ne baissent pas les bras. Nancy Ruiz organise des marches annuelles, chaque 2 avril. Des centaines de personnes dans les rues. Castro apparaît parfois aux marches, se tient dans la foule, tient un tract. En 2007, il est monté aux informations. Un journaliste interviewe les participants, s'approche de Castro. Castro dit à la caméra « Ma fille allait à l'école avec Gina. C'est une terrible tragédie. J'espère qu'elle sera retrouvée. La famille ne devrait pas vivre dans l'incertitude. » Cet enregistrement sera diffusé après son arrestation. Tout le monde le verra parler de la tragédie, pendant que Gina est dans sa maison, enchaînée. 2006. Appel anonyme. Quelqu'un a vu Amanda dans le quartier de Seymour Avenue. Elle était avec un homme, avait l'air effrayée. La police vérifie le quartier, interroge les habitants. Personne ne confirme rien. Après sa libération, cet appel sera réexaminé. L'appel a été fait depuis une cabine téléphonique sur West 25th Street, à 3 pâtés de maison de la maison de Castro. L'appelant ne sera pas identifié. Les années se transforment en routine. Les dossiers sont en suspens. Les familles attendent. Castro vit une double vie. Travaille, joue de la musique, apparaît aux marches. Non seulement il n'attirait pas l'attention, il créait l'image d'une personne à qui l'on peut faire confiance, qui compatit, qui aide. Et ça marchait. Pendant des années, personne n'a rien soupçonné. Juin 2004, 2 mois après la disparition de Gina. Un homme appelle la police, dit qu'il a vu quelque chose d'important le jour où Gina a disparu. Le témoin est José Martinez. Il vit dans le quartier. Le 2 avril, vers 16 h, il marchait sur Lorraine Avenue. Il a vu un pick-up blanc. Il s'est arrêté sur le bas-côté. Sur le siège passager, il y avait une jeune femme latino-américaine, cheveux foncés, uniforme scolaire. Au volant, un homme, latino-américain, d'âge moyen, avec des lunettes. Martinez n'y avait pas prêté attention à l'époque. Il avait pensé que c'était un père qui ramenait sa fille de l'école. Mais il a ensuite vu les affiches avec la photo de Gina. Il a reconnu le visage. C'était la même jeune fille du pick-up. Le détective Marc Diaz recueille le témoignage. Demande de décrire l'homme le plus précisément possible. Latino-américain, environ 50 ans. Taille moyenne, corpulence robuste. Cheveux foncés avec des mèches grises. Lunettes à monture fine. Pick-up blanc, ancien modèle. Un artiste est appelé. Un portrait robot est établi. Martinez corrige les détails. Forme du visage, fente des yeux, coiffure. Le portrait robot est prêt. Il est montré à la famille de Gina. Montré aux camarades de classe. Montré aux enseignants. Personne ne reconnaît. La police diffuse le portrait robot. Le publie dans les journaux. Le diffuse à la télévision locale. Demande à toute personne reconnaissant cet homme de se manifester. Des dizaines de personnes appellent, donnent des noms, indiquent des adresses. Chaque piste est vérifiée. Le détective Diaz établit une liste. Homme d'origine latino-américaine, âgé de 45 à 55 ans. Propriétaire de pick-up blanc, résident dans l'ouest de Cleveland. La liste est longue. Plus de 40 personnes. Ils commencent à vérifier un par un. Les convoquent pour interrogatoire. Les interrogent sur le 2 avril. Où étaient-ils? Qu'ont-ils fait? Ont-ils un alibi? Le premier, Roberto Garcia, 48 ans, travaille sur un chantier.
pick-up Ford blanc, de 1998. Porte des lunettes. L'interrogatoire dure 1 heure. Où étiez-vous le 2 avril après 15 heures? Garcia dit « Au travail, chantier à l'est de la ville, à 10 miles du lieu de disparition de Gina. » Vérification. Le contremaître confirme. Le relevé de temps montre Garcia était sur le chantier jusqu'à 18 heures. Ne pouvait pas être sur Lorraine Avenue à 16 heures. Alibi en béton. Rayé. Le deuxième, Miguel Sanchez, 52 ans, chauffeur de camion, pick-up Chevrolet blanc, porte des lunettes. Où étiez-vous le 2 avril? Sanchez dit « En déplacement. Il allait à Pittsburgh. Parti le matin, revenu tard le soir. » Vérification du traceur GPS sur le camion. Confirmé. Il était sur la route toute la journée, nulle part près de Cleveland. Rayé. Ainsi passent les semaines. Il vérifie un par un. Tous ont soit un alibi, soit la description ne correspond pas à l'heure de la rencontre en personne. La liste se réduit. Il reste ceux qu'ils ne peuvent pas trouver, ou ceux dont l'alibi est faible. Le témoin Martinez est convoqué plusieurs fois. On lui montre des photos des hommes vérifiés. On lui demande d'identifier. Martinez regarde, hoche la tête. Non, ce n'est pas lui, pas celui-là. 1 mois passe. La piste piétine. Le portrait robot n'a pas donné de résultat. Il n'y a pas de suspect réel. Le détective Diaz réexamine l'affaire, analyse le témoignage de Martinez, vérifie s'il n'y a pas d'erreur. Peut-être le témoin s'est trompé de jour, peut-être n'a-t-il pas vu Gina. Mais Martinez est sûr. Il a vu la jeune fille précisément le 2 avril, précisément à 7 heures. Il s'en est souvenu parce que c'était son anniversaire ce jour-là. Il rentrait du travail. L'heure correspond. La police revient à la liste des propriétaires de pick-up blancs, vérifie s'ils n'ont oublié personne. Le nom d'Ariel Castro y figure. Page 14. Latino-américain, 53 ans. Pick-up Ford blanc, de 1997. Porte des lunettes. Correspond à la description. Mais à côté du nom, il y a une note. Interrogé précédemment. Père de l'ami de la victime. Participe aux recherches. Alibi partiellement confirmé. Le détective regarde cette note. Castro avait été vérifié les premiers jours. Il ne suscitait pas de soupçons. Il aidait la famille. Distribuait des tracts. La décision est prise rapidement. Castro est rayé de la liste des suspects. Pas de nouvel interrogatoire. Sa photo n'est pas montrée au témoin Martinez. La réputation a servi de bouclier. Personne ne pouvait croire qu'un homme qui aide à chercher Gina puisse être impliqué dans sa disparition. Cela semblait absurde. Quel intérêt de participer aux recherches s'il en est coupable? Pourquoi attirer l'attention? Pourquoi prendre des risques? La logique était compréhensible, mais la logique d'un criminel fonctionne différemment. La piste du pick-up blanc passe progressivement au second plan. D'autres pistes apparaissent, d'autres témoins, d'autres versions. Le détective Diaz continue de travailler sur l'affaire. Mais le portrait robot ne semble plus aussi important. Description trop générale. Trop de gens y correspondent. Des années plus tard, après l'arrestation de Castro, le détective Diaz verra sa photo, la comparera au portrait robot de 2004, la ressemblance sera évidente. Il rouvrira les anciens dossiers, retrouvera la liste des suspects, retrouvera le nom de Castro à la page 14, verra la note sur la réputation. Dans une interview, il dira « Nous étions si proches, il était sur la liste, nous l'avons interrogé, mais nous n'avons pas vérifié jusqu'au bout. Nous ne l'avons pas montré aux témoins. Nous n'avons pas revérifié l'alibi minutieusement. Sa réputation a joué contre nous. » C'est l'un de ces moments où l'enquête aurait pu prendre une autre tournure, un interrogatoire supplémentaire, une confrontation avec le témoin, et tout aurait pu se terminer en 2004. Mais cela ne s'est pas produit. Castro est resté hors de tout soupçon. Il a poursuivi sa vie, a continué de retenir 3 femmes en captivité, encore 9 ans. Pendant que la police vérifiait les pistes et interrogeait les témoins, derrière les fenêtres barricadées de la maison de Seymour Avenue existait une réalité totalement différente. Après la libération des captives, les enquêteurs ont recueilli des témoignages pendant des semaines. Chacune des femmes a raconté son histoire. Progressivement, une image de ce qui s'était passé toutes ces années s'est dessinée. Michelle Knight a passé le plus de temps en captivité. 11 ans. Lorsqu'elle a été enlevée en août 2002, elle était seule dans la maison pendant presque 1 an. Jusqu'en avril 2003, quand Amanda est apparue. Castro les retenait dans des chambres différentes à l'étage, chacune dans une chambre séparée. Les portes renforcées, les serrures uniquement à l'extérieur, les fenêtres barricadées avec du contreplaqué. À l'intérieur des chambres, le minimum,
Un matelas sur le sol, un seau pour les déchets, parfois une radio. Castro leur permettait d'écouter de la musique, contrôlait ce qu'elles écoutaient. Les chaînes étaient fixées au mur, longueur environ 2 mètres, assez pour atteindre le coin opposé de la pièce, pas assez pour atteindre la porte ou la fenêtre. Castro changeait les méthodes de rétention, parfois des chaînes, parfois des cordes, parfois il fermait simplement à clé, sans chaîne. Cela dépendait de son humeur, du degré de confiance qu'il leur accordait à ce moment-là. La nourriture était apportée de manière irrégulière, parfois 1 fois par jour, parfois 1 fois tous les 2 jours, le plus souvent de la restauration rapide, des hamburgers, des frites, parfois des produits de supermarché. Le contact entre les captives était minimal. Castro les maintenait isolées les unes des autres. Les premières années, elles ne savaient même pas qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Michel n'a appris l'existence d'Amanda que quelques mois après son enlèvement. Elle a entendu une voix à travers le mur. Elle a compris qu'elle n'était pas seule. Gina est apparue en avril 2004, la 3e captive. Elle avait 14 ans, la plus jeune de toutes. Castro avait mis en place un système de contrôle par la peur et la manipulation. Il leur disait que personne ne les cherchait, que leur famille les avait oubliés, que la police avait clos les dossiers. Il disait à Amanda que sa mère était morte de chagrin. C'était vrai, Loana Miller est effectivement décédée en 2006. Castro a montré à Amanda une coupure de journal, la nécrologie, la date, la photographie. Il disait à Gina que sa famille avait déménagé dans une autre ville, qu'il ne vivait plus à Cleveland, qu'il l'avait oublié. Il disait à Michel que personne ne l'avait cherché du tout, que le dossier avait été clos au bout d'1 mois, que tout le monde avait décidé qu'elle était partie de son plein gré. C'était également vrai. La pression psychologique fonctionnait. Les femmes perdaient espoir, cessaient de croire au salut. Les années passaient, rien ne changeait. Castro leur mettait la télévision parfois, contrôlait ce qu'elles regardaient. Pas de nouvelles, seulement des chaînes de divertissement, des séries, des émissions musicales. Mais une fois, Amanda a vu un reportage sur elle-même, l'anniversaire de sa disparition, un reportage du lieu de sa dernière apparition, des interviews de proches. Castro était furieux, il l'a puni. Il n'a pas apporté de nourriture pendant plusieurs jours. La télévision a été retirée pendant 1 mois. Gina a également vu une fois un reportage sur une marche commémorative. Elle a reconnu sa mère à l'écran. Elle a vu des affiches avec sa photo. Elle a compris, on la cherchait, on ne l'avait pas oubliée. Cela donnait de l'espoir, mais en même temps, cela renforçait le désespoir. Elle voyait qu'on les cherchait, mais elle ne pouvait pas donner de signal. Elle ne pouvait pas crier. Les fenêtres étaient barricadées, les portes verrouillées. Castro avait établi des règles strictes. Quand il était à la maison, silence complet, pas un bruit, pas de pas, pas de conversation entre elles, s'il leur permettait de se rencontrer. Si des invités venaient, enfants, amis, voisins, les captives devaient rester silencieuses à l'étage, enchaînées, bâillonnées. Des dizaines de fois, des gens ont été dans cette maison, au rez-de-chaussée, riant, parlant, mangeant, et à quelques mètres dessus d'eux se trouvaient 3 femmes, liées, silencieuses, espérant que quelqu'un entendrait, que quelqu'un devinerait. Mais personne n'a entendu, personne n'a deviné. Castro menaçait, disait que si quelqu'un essayait de crier, il les détruirait toutes. Disait qu'il y avait des armes dans la maison, qu'il n'avait pas peur de les utiliser. Les femmes croyaient, elles n'avaient pas le choix, le risque était trop grand. Le système a fonctionné pendant des années. Isolation complète, répression psychologique, contrôle physique. Tout était pensé pour exclure toute possibilité d'évasion. Et ce système expliquait la question principale qui se posait à tous après la libération. Pourquoi elle n'avait pas essayé de s'échapper? Pourquoi elle ne criait pas? Pourquoi elle n'attirait pas l'attention? La réponse était simple. Elles ont essayé. Surtout les premières années. Mais chaque tentative se soldait par une punition. Chaque cri, un renforcement du contrôle. Chaque pas vers la liberté se transformait en un emprisonnement encore plus grand. Avec le temps, elles ont appris à survivre, à s'adapter, à obéir aux règles, parce que c'était le seul moyen de rester en vie. Non seulement les femmes à l'intérieur de la maison ont appris à survivre. Castro aussi survivait à l'extérieur. Il maintenait son image. Mais il n'y a pas de masque parfait. Il y a toujours des fissures. Après son arrestation, les voisins ont commencé à se souvenir de détails. Des choses auxquelles ils n'avaient pas prêté attention auparavant.
ce qui semblait n'être qu'une bizarrerie de caractère. Elisa Castillo, voisine d'en face, se souvient. Les fenêtres étaient toujours fermées. Toujours. En hiver, c'est compréhensible. Tout le monde ferme. Mais en été, par forte chaleur, quand tout le monde ouvre en grand, chez lui, hermétiquement clos. Je pensais, peut-être qu'il avait une bonne climatisation. Ou qu'il aimait simplement l'obscurité. Tito de Nice, voisin de droite, j'ai proposé plusieurs fois d'aider pour des réparations. J'ai vu que la gouttière fuyait. Je lui disais « Al, je vais la réparer ». Il refusait. Il disait qu'il le ferait lui-même, mais il ne le faisait jamais. Je pensais qu'il n'avait simplement pas le temps. Personne n'a tenté d'entrer dans la maison sans invitation. Cela aurait été indécent. Chacun a ses limites, ses règles. Nancy Ruiz, qui venait au barbecue, nous étions toujours dans la cour. Il apportait la nourriture, les boissons, mais il n'invitait pas à l'intérieur. Je pensais qu'il était peut-être gêné par le désordre. Un homme vit seul, on ne sait jamais. Les enfants de Castro venaient régulièrement, mais même pour eux, l'accès était limité. Le rez-de-chaussée, oui, le salon, la cuisine, la salle de bain, l'étage, fermé. Sa fille Angie se souvient. Papa disait que c'était le désordre à l'étage, qu'il n'avait pas rangé depuis des mois, qu'il avait honte de montrer. Nous n'insistions pas. Pourquoi s'immiscer si la personne ne veut pas? La propriétaire de l'épicerie du coin remarquait une autre étrangeté. Maria González. Il achetait toujours beaucoup. Plusieurs pains, 5-6 paquets de chips, beaucoup de plats préparés. Je pensais qu'il faisait peut-être des réserves pour la semaine, ou qu'il invitait souvent des invités. 4 personnes dans la maison, y compris Castro. Il faut beaucoup de nourriture, mais personne ne calculait combien il en achetait. Personne ne mettait les faits en relation. Il y a eu d'autres moments, plus alarmants. Mais ils ont également été ignorés. Janvier 2006. Une voisine appelle la police. Se plaint de la musique forte provenant de la maison de Castro. Tard le soir. La musique gronde. Empêche de dormir. Une patrouille arrive. Frappe à la porte. Castro ouvre. L'officier demande de baisser le son. Castro s'excuse. Baisse le son. La patrouille repart. L'officier n'entre pas dans la maison. Ne voit rien de suspect. Un appel pour tapage nocturne ordinaire. Des centaines comme ça par nuit. Août 2008. Un autre appel. Anonyme cette fois. Quelqu'un signale que des sons étranges sont entendus depuis la maison de Semoradinu, ressemblant à des cris. Une patrouille arrive de nouveau. D'autres officiers. Ils frappent. Castro n'ouvre pas immédiatement. 3 minutes s'écoulent. L'officier demande si tout va bien. A entendu un signalement de cri. Castro répond calmement. Dit qu'il regardait un film d'horreur. C'était fort. S'excuse. L'officier jette un coup d'œil dans le couloir par la porte entr'ouverte. Voit une maison ordinaire. La télévision fonctionne. Un film d'horreur est effectivement à l'écran. Demande à entrer pour vérifier. Castro refuse. Dit que tout va bien. Juste un film. Ne veut pas laisser des étrangers entrer chez lui. L'officier ne peut pas insister. Pas de mandat. Pas de menace évidente. Pas de raison. Enregistre l'appel comme fausse alerte. Repart. À l'étage, à ce moment-là, 3 femmes sont bâillonnées, liées, entendent la conversation en bas, entendent la voix du policier, ne peuvent pas crier. Castro savait quoi faire. Il s'était préparé à de telles situations. Il mettait la musique exprès quand il voulait étouffer les bruits de l'étage supérieur. La télévision était toujours forte. Autre détail que les voisins ont rappelé. Castro partait souvent de chez lui, parfois pendant plusieurs jours. Il disait qu'il allait chez des proches ou en vacances. Mais le pick-up restait sur place, garé devant la maison. Juan Pérez remarquait « La voiture est là, mais il n'est pas là. » Je pensais peut-être que quelqu'un vient le chercher ou qu'il part en bus quelque part. En réalité, Castro était à l'intérieur. Il ne sortait simplement pas, plusieurs jours d'affilée. Passait du temps avec les captives, les contrôlait, s'assurait que personne n'essaye de s'échapper. Tous ces détails existaient séparément.
Les fenêtres closes chez un voisin, beaucoup de nourriture chez un autre, des sons étranges chez un troisième. Chaque détail en soi s'expliquait facilement, mais si l'on met tout ensemble, si l'on regarde l'image dans son ensemble, alors un schéma apparaît, alors un système est visible. Seulement personne ne les a mis ensemble, personne n'a regardé l'image dans son ensemble. Les gens vivent leur vie, leurs problèmes, les étrangetés des autres ne les concernent pas. Castro le comprenait, il l'utilisait. Il savait que les gens ne faisaient pas attention, que chacun était occupé par soi-même, que personne ne creuserait plus profondément. La double vie a fonctionné parce que la société lui a permis de fonctionner. Elle n'a pas posé de questions superflues. Elle ne s'est pas mêlée des affaires d'autrui. Elle a respecté la vie privée. Et cette politesse, ce respect des frontières, a coûté à 3 femmes 10 ans de leur vie. Pendant 10 ans, le système a fonctionné sans accroc. Pas une seule erreur grave, pas un seul faux pas. Castro contrôlait chaque détail, réfléchissait à chaque étape. Le 6 mai 2013, lundi, une journée ordinaire. Castro quitte la maison vers 17h, dit aux captives qu'il va chez son frère, reviendra tard, se comporte comme toujours, calme, confiant. Amanda est assise dans sa chambre à l'étage, Jocelyn est avec elle. Elles entendent la porte d'entrée claquer en bas, le moteur du pick-up démarre. Castro est parti. Situation habituelle, des dizaines de fois c'était ainsi. Amanda sait, la porte de sa chambre est fermée à clé, la fenêtre est barricadée. Pas de sortie, il faut juste attendre. Elle se lève, va vers la porte, vérifie la poignée par habitude, ne s'attend à rien, juste un mouvement automatique. La poignée tourne. Amanda se fige. La porte n'est pas verrouillée. Castro a oublié. Pour la première fois en 10 ans, il a oublié de fermer le verrou. Elle pousse doucement la porte. Elle s'ouvre. Le couloir est vide. Le silence. Castro est bien parti. Le son du moteur s'est éloigné. Amanda entre dans le couloir. Son cœur bat si fort qu'elle l'entend dans ses oreilles. 10 ans qu'elle n'avait pas été là seule, sans chaîne, sans serrure. Elle descend l'escalier. Chaque marche grince, chaque son semble assourdissant. Mais la maison est vide. Le rez-de-chaussée, le couloir, la porte d'entrée à 3 mètres. Amanda s'approche, tente d'ouvrir, verrouillée. Porte métallique, lourde, plusieurs serrures. Les clés sont chez Castro. Mais il y a un petit trou en bas de la porte, quelque chose comme une ventilation, petite, peut-être 30 cm de large. Amanda s'agenouille, commence à briser la grille, avec les mains, les ongles. Le métal ne cède pas. Elle tire de toutes ses forces. Jocelyn est à côté, regarde, silencieuse. Elle ne comprend pas ce qui se passe. 6 ans de vie dans cette maison. Elle ne se souvient de rien d'autre. Amanda continue. La grille cède un peu. Encore une traction, encore une. La grille se détache. Maintenant, l'ouverture est libre, petite, mais assez pour passer une main, assez pour crier. Amanda commence à frapper à la porte, de l'intérieur, crie « À l'aide! Quelqu'un! À l'aide !» Dehors, c'est calme. La rue est vide. 17h, un jour de semaine. La plupart sont au travail. Elle crie plus fort, frappe la porte plus fort. Sa voix se brise. Ses mains lui font mal, mais elle ne s'arrête pas. Quelques minutes plus tard, elle entend des pas dehors. Quelqu'un marche sur le trottoir. Charles marche du travail. Il habite la maison d'à côté de Castro. Il entend des cris. S'arrête. Écoute. Une voix de femme, provenant de la maison de Castro. La maison qui est toujours silencieuse. Toujours fermé. Ramsey s'approche de la porte. « Hé, qu'est-ce qui se passe là-dedans » Amanda crie à travers l'ouverture. « Je suis Amanda Berry. On m'a enlevé. Aidez-moi à sortir. » Ramsey ne comprend pas tout de suite. Amanda Berry. Ce nom lui est familier. Entendu quelque part. Des affiches dans le quartier. Des années. Beaucoup d'années. Il se penche. Regarde dans l'ouverture. Voit une femme. Maigre. Effrayée. Une main tendue vers l'extérieur. Ramsey essaie d'ouvrir la porte de l'extérieur. Impossible. Les serrures tiennent bon. Il faut défoncer la porte, dit-il. Ensemble, ils commencent. Amanda de l'intérieur. Ramsey de l'extérieur. Frappe, pousse. La porte est massive, métallique. Elle ne cède pas. Ramsey pousse plus fort. Le cadre commence à craquer. Encore un coup. Encore un. La porte s'entrouvre un peu. Une fente de la largeur d'une main. Suffisant. Amanda se faufile. Jocelyn suit.
Elles sortent sur le perron, à la lumière, à la liberté. Ramsay les regarde, n'en croit pas ses yeux. C'est bien elle, Amanda Berry, disparue il y a 10 ans. Appelez le 911, dit Amanda. La voix tremble. Il y en a encore 2 à l'intérieur, Gina et Michelle. Elles sont toujours là. Ramsay sort son téléphone. Compose le numéro. Tend le combiné à Amanda. Elle prend le téléphone. Pour la première fois en 10 ans, elle parle au monde extérieur. Pour la première fois, elle demande de l'aide à haute voix. La standardiste répond. Amanda commence à parler, vite, de manière décousue. Les mots se mélangent, mais le sens est clair. Je m'appelle Amanda Berry. On m'a enlevé il y a 10 ans. Je suis sur Seymour Avenue, 2027. S'il vous plaît, venez. Plus vite. L'enregistrement de cet appel deviendra une preuve. Il sera diffusé au tribunal, montré aux informations. Le monde entier entendra ces mots. Mais pour l'instant, c'est juste un cri à l'aide, un cri que l'on attendait depuis 10 ans. La police est déjà en route, 8 minutes avant l'arrivée. Amanda se tient sur le perron, tient la main de Jocelyn, regarde la rue, les maisons, les gens qui commencent à sortir. Elle est libre. Pour la première fois en 10 ans, elle se tient dehors, sans chaîne, sans serrure, sans peur. Une erreur de Castro, un verrou non fermé, et tout le système s'est effondré. L'enregistrement de l'appel au service 911 dure 3 minutes 48 secondes. Après l'arrestation de Castro, cet enregistrement a été écouté des centaines de fois, par des criminalistes, des psychologues, des avocats, le juge. Chaque mot avait son importance, chaque pause, chaque intonation. La docteure Elisabeth Loftus, psychologue judiciaire, impliquée dans l'affaire, analyse l'enregistrement. Son rapport fait partie des éléments du dossier judiciaire. Les premières secondes de l'appel. Amanda parle vite, sa respiration est accélérée, sa voix est aiguë. Des signes classiques de stress aigu. La standardiste demande l'adresse. Amanda répond clairement 2207 Seymour Avenue. Aucune hésitation, elle connaît l'adresse par cœur. 10 ans, elle a mémorisé chaque détail. Question suivante, quel est le problème? Réponse, on m'a enlevé il y a 10 ans. Loftus note dans son rapport, la victime utilise un repère temporel précis. Elle ne dit pas « il y a longtemps » ou « il y a de nombreuses années ». Elle dit concrètement « 10 ans ». Cela indique le maintien des fonctions cognitives et une compréhension claire de la chronologie des événements. La standardiste demande le nom. Amanda donne son nom complet. Amanda Berry. Pas Amanda, pas seulement son prénom. Complet. Elle veut être identifiée précisément. Maman clé de l'enregistrement lorsque la standardiste demande où elle se trouve maintenant. Amanda répond « Je suis libre maintenant ». 3 mots. Libre maintenant. Pas « je suis sortie de la maison », pas « je suis dans la rue », mais bien « libre ». La psychologue note « Le choix des mots n'est pas fortuit. Liberté est une opposition à l'emprisonnement. La victime distingue clairement 2 états, captivité et liberté. » L'utilisation du mot « maintenant » souligne que la libération a eu lieu littéralement quelques minutes auparavant. Ensuite, Amanda donne le nom du ravisseur, sans hésitation, sans peur dans la voix. Ariel Castro. La standardiste redemande, précise l'orthographe. Amanda répète, Epel, A-R-I-E-L. Elle veut que ce soit écrit correctement. Puis, l'information clé. À la question « Est-elle seule ?», Amanda répond « Jocelyn est avec moi, et encore 2 filles à l'intérieur ». Le criminaliste Robert Harris, expert en analyse audio, note un détail important. En arrière-plan de l'enregistrement, on entend des pleurs, à partir de la 30e seconde environ. Des pleurs non hystériques, silencieux, effrayés. Cela confirme la présence de la personne dont parle Amanda. Quand Amanda mentionne les 2 autres femmes, la standardiste demande de préciser qui sont-elles. Gina de Jésus et Michelle Knight. 2 noms, 2 dossiers ouverts, 2 enquêtes qui ont duré des années. L'experte Loftus note, la victime fait preuve de clarté de pensée dans une situation critique. Elle donne non seulement son nom, mais aussi les noms des autres captives. Elle donne le maximum d'informations en un minimum de temps. Cela indique qu'elle s'était préparée à ce moment, savait quoi dire si l'occasion se présentait. Au milieu de la conversation, on entend Amanda dire à quelqu'un à côté « Chut, tout va bien ». Elle s'adresse à Jocelyn, la calme. Même en état de choc, elle contrôle la situation. La standardiste demande « Y a-t-il une menace immédiate? Castro est-il là ?» Amanda répond « Il est parti, mais je ne sais pas quand il reviendra ». La peur dans la voix s'intensifie sur le mot « reviendra ». L'expert note
La hauteur de la voix augmente, le rythme de la parole s'accélère. La victime craint que le ravisseur ne puisse apparaître à tout moment. Cela renforce l'urgence de la situation. Vers la fin de l'appel, Amanda répète plusieurs fois « S'il vous plaît, venez vite ». Chaque fois, l'intonation change. D'abord une demande, puis une supplication, puis presque une exigence. La psychologue Loftis, la victime est en état d'hypervigilance. Elle comprend que le temps est critique, chaque seconde compte. Cela explique l'insistance croissante dans ses appels à l'aide. L'enregistrement de l'appel est devenu une preuve essentielle, pas seulement parce qu'il a enregistré le fait de la libération, mais parce qu'il a montré l'ampleur du crime. 3 noms, Amanda, Gina, Michelle, 3 femmes disparues, 3 enquêtes actives, toutes étaient au même endroit, toutes ces années. Le procureur Timothy McGuinty dira plus tard « Cet appel nous a tout donné, les noms des victimes, le nom du suspect, l'adresse exacte, la confirmation de la durée du crime, l'indication de la présence de témoins, tout ce qu'il fallait pour une action immédiate. L'enregistrement est devenu la base du mandat de perquisition, de l'arrestation, de l'inculpation, mais surtout, il est devenu un témoignage. » Le témoignage qu'après 10 ans de captivité, Amanda Berry avait conservé sa lucidité, conservé sa volonté, conservé sa capacité à se battre. Une erreur de Castro a conduit à un appel. Un appel a conduit à l'effondrement de tout le système. 2 heures après la libération des captives, les détectives retrouvent Ariel Castro. Il est interpellé près d'un restaurant sur West 117 Street. Calme, sans résistance. Mais ce n'est pas le seul à être arrêté. La même nuit, la police interpelle 2 autres personnes, Pedro Castro et O'Neill Castro, les frères d'Ariel. Tous 2 vivent à Cleveland. Tous 2 avaient accès à la maison de Seymour Avenue. Au matin du 7 mai, les médias annoncent 3 frères Castro arrêtés pour séquestration de femmes pendant plus de 10 ans. Les nouvelles font le tour du pays en quelques minutes. La thèse d'un crime de groupe semble logique. 3 femmes, 10 ans. Comment un seul homme aurait-il pu tout contrôler pendant tout ce temps? Peut-être y a-t-il eu de l'aide. Peut-être s'agissait-il d'un groupe organisé. La police ne commente pas les détails, ne donne que les faits. 3 personnes arrêtées. Une enquête est en cours. Plus de détails ultérieurement. Pedro Castro, 54 ans, travaille dans un entrepôt, vit dans l'est de la ville, marié, 2 fils adultes. O'Neill Castro, 50 ans, travaille comme mécanicien, vit séparément, divorcé, 3 enfants. Tous 2 connaissaient la maison de leur frère. Tous 2 y allaient, pas souvent, mais régulièrement. Visite familiale. Anniversaire. Fête. Les interrogatoires commencent immédiatement. Différentes pièces. Différents détectives. Tactique standard. Isoler les suspects. Vérifier les témoignages séparément. Pedro est interrogé par le détective Andrew Hayden. Combien de fois avez-vous été dans la maison de votre frère? La dernière fois. Avez-vous vu quelque chose de suspect? Pedro répond honnêtement. Il a été dans la maison il y a 3 mois, anniversaire de son neveu. Ils étaient assis dans le salon, mangeaient de la pizza, regardaient le football. Rien d'étrange. Le détective demande « Êtes-vous monté à l'étage ?» Pedro hoche la tête. Non. Ariel ne laissait pas monter. Il disait qu'il y avait des travaux, que c'était le désordre. Personne n'a insisté. Avez-vous vu des femmes? Entendu des voix? Remarqué quelque chose d'inhabituel? Pedro nie de nouveau. Il n'a rien vu. Il n'a rien entendu. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait là-bas. Le détective change de tactique. Interroge sur le caractère de son frère. Quel genre de personne il est? Y avait-il des bizarreries dans son comportement? Pedro parle prudemment. Ariel a toujours été réservé. Ne partageait pas sa vie privée. Vivait seul après son divorce. Rarement invitait chez lui. Mais rien de criminel. Travaillait. Élevait ses enfants. Un frère normal. Parallèlement, O'Neill est interrogé. Un autre détective. Les mêmes questions. O'Neill donne des réponses similaires. Il a été chez son frère plusieurs fois ces dernières années. Pas souvent. Les fêtes principalement. Jamais à l'étage. Il ne savait rien. Les détectives vérifient les relevés téléphoniques, les correspondances, les transactions financières, cherchent des liens, cherchent des preuves de conspiration. Ne trouvent rien. Pedro et O'Neill vivaient leur vie, travaillaient, fréquentaient leur famille. Pas de voyage en commun avec Ariel, pas d'achat suspect, aucune trace de participation. Un polygraphe est proposé aux 2, volontairement. Tous 2 acceptent.
Les questions sont standards. Saviez-vous que des captives se trouvaient dans la maison de votre frère? Avez-vous aidé votre frère à retenir les femmes? Avez-vous été impliqué dans les enlèvements? À toutes les questions, non. Le polygraphe indique, ils disent la vérité. Les femmes sont interrogées séparément. On leur montre des photos de Pedro et O'Neill. On leur demande, les avez-vous vues? Connaissez-vous ces personnes? Toutes les trois répondent de la même manière, non, jamais vu. Seulement Ariel, seulement lui. Amanda ajoute, parfois j'entendais des voix en bas, quand il avait des invités, mais je ne voyais que lui, il était seul. 3 jours plus tard, l'enquête conclut. Pedro et O'Neill sont hors de cause. Ils ne savaient pas, ils n'ont pas aidé, ils n'ont pas participé. Le 9 mai, ils sont relâchés, sans inculpation. Déclaration officielle de la police. Après une vérification approfondie, il a été établi que les frères Pedro et O'Neill Castro ne sont pas impliqués dans les crimes. L'arrestation était une mesure nécessaire dans le cadre de l'enquête. Les médias changent les titres. Un seul suspect, Ariel Castro, a agi seul. Cela change la perception de l'affaire. Un crime de groupe, c'est une chose. Un groupe organisé, répartition des rôles, contrôle mutuel. Mais un seul homme a contrôlé 3 femmes pendant 10 ans. Un seul a construit le système. Un seul a maintenu une double vie. Les psychologues commencent à réexaminer le profil. Le docteur Michael Stone, expert en psychologie criminelle, la capacité d'une seule personne à retenir 3 captives aussi longtemps indique un degré exceptionnel de contrôle et de planification. Ce n'est pas un crime impulsif, c'est un système construit pendant des années. Le fait d'une action solitaire compliquait le tableau. Castro ne faisait pas partie d'un groupe. Il n'avait pas de complice. Tout ce qu'il faisait, il le faisait seul. Il planifiait seul. Il contrôlait seul. Il cachait seul. Cela rendait le crime encore plus monstrueux. Parce que cela montrait, il était capable de tout cela. Seul. Sans aide. Sans soutien. Après l'arrestation, les détectives creusent plus profondément. La biographie de Castro. Son passé. Son histoire avant les enlèvements. Ils cherchent des schémas. Ils cherchent des signaux d'alarme. Et ils en trouvent. Ariel Castro a été marié de 1980 à 1996. Sa femme, Grimilda Figueroa. 16 ans ensemble. 4 enfants communs. Arlène, Angie, Anthony et Émilie. Après l'arrestation de Castro, les journalistes retrouvent Grimilda. Elle vit séparément, donne rarement des interviews, mais accepte maintenant de parler. Son récit change le tableau. Il montre que les crimes de Seymour Avenue n'étaient pas les premiers, juste les premiers à être révélés. Grimilda dit « Il me battait, régulièrement, pendant des années. Il a commencé 1 an après le mariage, d'abord rarement, puis de plus en plus souvent. » Elle décrit le système de contrôle. Castro lui interdisait de sortir de la maison sans permission, vérifiait les appels téléphoniques, surveillait ses déplacements, exigeait un compte-rendu de chaque minute. Il disait qu'il me tuerait si je partais, qu'il prendrait les enfants, que je ne les reverrais jamais. J'avais peur. Je le croyais. Le premier incident officiel est enregistré en 1993. Des voisins ont appelé la police, ont entendu des cris, le bruit de la vaisselle brisée. Une patrouille est arrivée. Grimilda a ouvert la porte, le visage couvert de bleu, la lèvre fendue, la main ensanglantée. L'officier a demandé qui avait fait ça. Grimilda est restée silencieuse, a regardé Castro. Il se tenait derrière, calme, confiant. Puis, doucement, elle a dit « Je suis tombée dans l'escalier toute seule. » L'officier n'a pas cru. A proposé d'aller à l'hôpital, de dresser un procès-verbal. Grimilda a refusé, a dit « Tout va bien, juste un accident ». La patrouille est repartie. Ils ont enregistré l'appel, ont noté la version, n'ont pas poussé plus loin. 1996. Grimilda demande le divorce. En même temps, elle dépose une demande d'ordonnance restrictive. Dépose une plainte à la police. Dans la plainte, elle décrit des années de mauvais traitements. Énumère les épisodes, les dates, les témoins. Elle dit que Castro menaçait d'enlever les enfants, de les emmener dans un autre pays, Porto Rico, la République dominicaine, quelque part où elle ne les retrouverait pas. Le tribunal examine l'affaire, fixe des audiences,
Convoque les deux parties. Castro se présente avec un avocat. Nie tout. Dit que Grimilda exagère. Qu'il y a eu des disputes, mais rien de grave. Des conflits familiaux ordinaires. Le juge émet une ordonnance restrictive temporaire. Castro doit se tenir à une distance minimale de 100 mètres de Grimilda. Ne pas s'approcher de la maison, ne pas appeler. 1 mois plus tard, Castro viole l'ordonnance. Se rend chez Grimilda, frappe à la porte, exige d'être admis, veut voir les enfants. Grimilda appelle la police. Une patrouille arrive, Castro est toujours là, se dispute avec Grimilda sur le perron. L'officier vérifie les documents, voit l'ordonnance restrictive, explique à Castro « Vous violez une décision de justice. Vous pouvez être arrêté. » Castro s'excuse, dit qu'il ne savait pas. Qu'il voulait juste voir les enfants, que cela ne se reproduirait plus. L'officier donne un avertissement, enregistre l'incident. Castro repart. Pas de conséquences, pas d'arrestation, pas de suite à l'affaire. 1997. Grimilda se tourne à nouveau vers le tribunal. Castro continue d'apparaître, d'appeler, de menacer. L'ordonnance ne fonctionne pas. Elle demande des mesures plus strictes, demande à la police de réagir plus fermement, dit qu'elle craint pour sa vie. Le tribunal fixe une nouvelle audience. Castro de nouveau avec son avocat, de nouveau nie tout, dit que Grimilda tente de limiter ses contacts avec les enfants, que c'est une vengeance. Le juge prolonge l'ordonnance restrictive d'1 an, adresse un avertissement à Castro. Si une autre infraction, il y aura arrestation. Mais il n'y a pas eu d'arrestation, parce qu'aucune infraction officielle n'a été enregistrée par la suite. Castro est devenu plus prudent, a agi de manière clandestine. Grimilda dit « Il appelait avec des numéros inconnus, il me surveillait de loin, je voyais sa voiture dans la rue, mais je ne pouvais pas le prouver. La police disait « Tant qu'il ne s'approchait pas, on ne pouvait rien faire. » 2000. La dernière démarche de Grimilda. Castro est apparu à l'école où étudiaient les enfants, les a attendus après les cours, a tenté de les emmener sans autorisation. La sécurité de l'école n'a pas laissé faire. Ils ont appelé Grimilda. Elle a récupéré les enfants, a déposé une plainte. La police dit « Il faut des témoins, il faut des preuves, sa parole contre la vôtre. » Le dossier est clos, encore. 2 ans plus tard, Castro enlève Michelle Knight, commence à construire un système. Le même système de contrôle qu'il utilisait avec Grimilda, mais maintenant sans limite, sans témoin, sans possibilité de s'échapper. Après la révélation de l'affaire, les experts étudient l'histoire. La docteure Catherine Reeder, spécialiste de la violence domestique, le schéma est évident. Castro a pratiqué le contrôle pendant des années, sur sa femme. Puis l'a transféré sur d'autres victimes. A perfectionné ses méthodes, les a poussées à l'extrême. Le système judiciaire a vu les signaux. Ordonnances restrictives, plaintes, menaces d'enlèvement. Tout était documenté. Tout était dans les procès-verbaux. Mais personne n'a réagi assez sérieusement. Personne n'y a vu le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand. Grimilda déclare dans une interview « J'ai essayé. Beaucoup de fois. J'ai parlé à la police, j'ai parlé au juge. Personne n'a écouté. Et maintenant, ces femmes ont payé cela de 10 années de leur vie. » Le premier interrogatoire d'Ariel Castro a eu lieu le 7 mai 2013, le matin, dans la salle d'interrogatoire du quartier général de la police de Cleveland. Castro est assis à une table, les mains menotées, le visage calme. Les détectives Andrew Hayden et Barbara Johnson mènent l'interrogatoire. Ils allument l'enregistrement. Ils annoncent la date, l'heure, les personnes présentes. La première question est simple. Comprenez-vous de quoi vous êtes accusé? Castro hoche la tête. Il dit doucement. Oui, je comprends. La question suivante est de savoir s'il plaide coupable. Une pause. Castro regarde la table, puis il lève les yeux. Il répond « Non, je ne suis pas coupable. » Le détective Hayden ouvre un dossier. Il en sort le témoignage d'Amanda Berry. Il le lit à voix haute. La description de l'enlèvement, la description de la séquestration, des années de captivité. Castro écoute. Son expression ne change pas.
Quand le détective a fini, Castro secoue la tête. Ce n'est pas vrai. Elle exagère. Ce n'était pas comme ça. Le détective demande comment c'était exactement. Castro commence sa version. Il dit qu'Amanda est venue le voir d'elle-même. Il lui a proposé de la raccompagner. Elle a accepté. Ensuite, ils sont allés chez lui. Elle est restée volontairement. Le détective l'interrompt. Volontairement pendant 10 ans? Castro répond. Elle aurait pu partir. Je ne l'ai pas retenue par la force. Les portes étaient ouvertes. Le détective passe à Gina de Jésus. Il lit son témoignage. Enlèvement dans la rue, menaces, des années d'emprisonnement. Castro nie à nouveau. Il dit que Gina est venue d'elle-même aussi, qu'il lui a proposé de l'aide, qu'elle est restée de son plein gré. Le détective lui rappelle que Gina avait 14 ans, elle rentrait de l'école. Castro hausse les épaules. Il dit « Je ne savais pas quel âge elle avait, elle paraissait plus âgée ». L'interrogatoire dure 4 heures. Les détectives posent des centaines de questions, présentent des preuves, montrent des photos, lisent les témoignages des 3 femmes. Castro ne change pas de version. Il continue de nier, il invente des explications, chacune plus absurde que la précédente. À la question sur les chaînes, il répond que c'était un jeu de rôle,
elles l'ont demandé elles-mêmes. À la question sur les fenêtres barricadées, il répond que c'était des réparations. Il allait changer les cadres. Il n'a pas eu le temps de finir. À la question pourquoi les femmes ne sont pas parties, il répond qu'elles ne voulaient pas. Elles se sentaient bien. Je les nourrissais. Je m'occupais d'elles. La détective Johnson change de tactique. Elle demande qui est Jocelyn. Castro se tait plus longtemps que d'habitude. Puis, doucement, « Ma fille ». Le détective précise. « Fille de qui ?» Castro ne répond pas tout de suite. Il regarde de côté. Puis, « d'Amanda ». La question suivante est « Comment cela s'est-il passé ?» Castro commence à parler de dépendance sexuelle. Il appelle cela un problème, une maladie. Il dit qu'il ne pouvait pas se contrôler. Le détective l'interrompt. Ce n'est pas une dépendance, c'est un crime. Castro secoue la tête. Il insiste. Il dit qu'il avait des problèmes, qu'il avait besoin d'aide, qu'il n'est pas un monstre. L'interrogatoire se poursuit. Les détectives posent des questions sur chaque jour, sur le système de contrôle, sur les règles de la maison, sur les punitions. Castro répond évasivement. Il dit qu'il y avait des règles, comme dans n'importe quelle maison, que c'était normal. À la question « Pourquoi les femmes ne pouvaient pas sortir ?», j'avais peur pour elles. Le quartier est dangereux. Je les protégeais. À la question « Pourquoi elles n'ont pas appelé leur famille ?», elles ne voulaient pas. Elles ont elles-mêmes décidé de rompre les liens. À la question sur les passages à tabac, je n'ai frappé personne. Il y a peut-être eu des disputes, des conflits ordinaires. Le détective sort les rapports médicaux. Fracture chez Michel. Contusion chez Gina. Cicatrice chez Amanda. Tout est documenté. Castro regarde les documents. Il se tait. Puis il dit « Je ne me souviens pas ». Peut-être sont-elles tombées elles-mêmes, je ne sais pas. Le psychologue Michael Stone, qui a étudié les protocoles d'interrogatoire, a noté plus tard « Castro fait preuve d'une mensongerie pathologique classique ». Il ne reconnaît pas sa culpabilité, même face à des preuves irréfutables. Il crée une réalité alternative et y croit. Un autre détail. Castro n'a jamais montré de remords. Il ne s'est jamais excusé. Il n'a jamais admis avoir causé de la douleur. Quand le détective demande « Comprenez-vous ce que vous avez fait à ces femmes ?» Castro répond « Je leur ai donné une maison, je leur ai donné de la nourriture, je m'occupais d'elles. » Quand on lui pose des questions sur les familles des victimes, Castro dit « Ce n'est pas mon problème, elles ont elles-mêmes décidé de rester. » Absence totale d'empathie, incapacité totale à voir la situation à travers les yeux des victimes. Le deuxième interrogatoire a lieu le lendemain. Les mêmes détectives, de nouvelles questions, plus dures. Castro maintient la même ligne. Il nie, il invente, il rejette la faute. Il dit que les femmes étaient elles-mêmes à blâmer, qu'elles auraient pu partir, qu'il ne les a pas forcées à rester. À la question sur les chaînes, elles l'ont demandé. À la question sur les serrures, pour leur sécurité. À la question sur les années d'isolement, leur choix. Les détectives comprennent, il n'y aura pas d'aveu. Castro a mis en place une défense, une version dont il ne dérogera pas. Peu importe qu'elle soit absurde, peu importe que personne n'y croie. Les interrogatoires cessent, les preuves sont suffisantes, même sans aveu. Les témoignages des 3 victimes, les indices de la maison, les rapports médicaux. Les protocoles d'interrogatoire sont transmis au procureur. Ils deviennent une partie du dossier, non pas comme preuve de culpabilité, c'est évident, mais comme preuve du profil psychologique. Mensongerie pathologique, absence de remords, incapacité à reconnaître sa culpabilité, tentative de rejeter la responsabilité sur les victimes. Tout cela sera utilisé au tribunal, non pas pour prouver le crime, mais pour montrer qui a commis ce crime, quel genre de personne, quel genre de monstre. Pendant que Castro niait tout lors des interrogatoires, les experts médico-légaux travaillaient dans la maison de Seymour Avenue, méthodiquement, pièce par pièce, chaque surface, chaque recoin. Le rez-de-chaussée semblait ordinaire. Un salon, un canapé, une télévision, une table dans la cuisine, de la vaisselle dans l'évier, rien de suspect. Une maison ordinaire d'un homme seul. Mais le premier étage racontait une autre histoire. 3 chambres, chacune transformée en cellule de prison. Les portes étaient renforcées avec des plaques métalliques, des serrures de type industriel. Elles ne s'ouvraient que de l'extérieur. Les fenêtres étaient barricadées avec du contreplaqué.
vissé au cadre avec des boulons, impossible à enlever de l'intérieur. Par-dessus, des péridots. De l'extérieur, tout semblait normal. De l'intérieur, une obscurité totale. Dans la première pièce, ils ont trouvé des chaînes, fixées au mur avec des chevilles à expansion, d'une longueur d'environ 2 mètres. À l'extrémité, un collier métallique avec une serrure. Les traces d'utilisation étaient évidentes. Le métal était usé. Des rayures sur le mur. Les experts médico-légaux photographient, mesurent, prennent des échantillons. Des cheveux sont trouvés sur les chaînes, des particules de peau, de l'ADN. Ils seront plus tard comparés avec les victimes. Deuxième pièce. Les mêmes chaînes. Une autre configuration. Ici, il y en avait 2, fixées aux murs opposés. Le système permettait de maintenir une personne au centre de la pièce, sans accès à la porte ou à la fenêtre. Troisième pièce. Pas de chaîne. Mais la serrure de la porte était massive. Un verrou à l'extérieur. Un crochet supplémentaire. Impossible d'ouvrir de l'intérieur, même théoriquement. Dans chaque pièce, un matelas sur le sol. Sale, vieux. À côté, un seau en plastique, pour les déchets. L'odeur était imprégnée dans les murs. Les experts médico-légaux descendent au sous-sol. Il fait sombre, humide, il sent le moisi. Sur le sol, des taches sombres, anciennes, incrustées dans le béton. Ils prennent des échantillons. L'analyse révélera du sang, humain, de 3 personnes différentes. Dans un coin du sous-sol, ils trouvent des boîtes, de vieux vêtements, des vêtements de femmes, de différentes tailles, des choses que Castro achetait pour ses captives. Bon marché, usés, provenant de friperies. Une autre boîte, des vêtements d'enfants, petite taille, des jouets, quelques livres, pour Jocelyne. Tout est bon marché, vieux. Les experts médico-légaux continuent de chercher, vérifient chaque tiroir, chaque placard, et ils trouvent le principal. Dans l'une des chambres, sous le matelas, se trouve un cahier d'écolier ordinaire, 96 pages, écrit à la main, en petite écriture. Chaque page est remplie. Le criminologue prend le cahier avec précaution. Il enfile des gants, ouvre la première page. En haut, la date, août 2002. En dessous, le texte. Premier jour ici. Je ne sais pas où je suis. J'ai peur. Le journal de Michel Knight. 11 ans d'écriture, presque tous les jours. De courtes notes, parfois quelques lignes, parfois une page. Le criminologue feuillette, lit de manière sélective. Chaque entrée est un témoignage. Chaque page est une preuve. Il n'a pas apporté de nourriture à nouveau. Deuxième jour, j'ai faim. J'ai frappé à la porte. J'ai crié. Personne n'entend. J'ai entendu des voix en bas. Quelqu'un est venu le voir. J'ai voulu crier. J'avais peur. Une nouvelle. Il a amené quelqu'un d'autre. J'entends des pleurs à travers le mur. Les écrits continuent pendant des années. La chronologie de la captivité. Jour après jour, mois après mois. Michel décrivait tout. Quand la nourriture était apportée. Quand elle était autorisée à sortir de la pièce. Quand il y avait des punitions. Quand on lui donnait la radio à écouter. Elle écrivait sur l'espoir, qu'elle croyait que quelqu'un la trouverait, que quelqu'un la sauverait. Elle écrivait sur le désespoir. Sur les jours où elle voulait abandonner, quand il semblait que cela ne finirait jamais. La dernière entrée est datée de mai 2013, 2 jours avant la libération. J'ai entendu qu'il avait oublié de fermer la porte chez Amanda. C'est peut-être une chance. Le journal est remis aux enquêteurs. Chaque page est copiée, chaque entrée devient une preuve. L'avocat du procureur étudie le document. Il comprend, ce n'est pas seulement une preuve, c'est la chronique d'un crime, écrite par la victime, jour après jour, année après année. Aucun mot de Castro lors de l'interrogatoire ne peut y résister. Il peut parler de vie volontaire autant qu'il veut. Le journal dit la vérité. « Je ne veux pas être ici. Je veux rentrer chez moi. S'il vous plaît, trouvez-moi. » Ces lignes ont été écrites en 2003, 1 an après l'enlèvement. Aucune liberté, seulement la captivité, seulement la peur, seulement l'espoir d'être sauvé. Le procureur Timothy McGuinty dira plus tard « Ce journal est devenu la preuve la plus forte, la voix vivante de la victime,
Ses propres mots. 11 ans de témoignages. Rien ne peut le réfuter. La fouille de la maison a duré 3 jours. Des centaines de preuves ont été recueillies, des milliers de photos, des dizaines de preuves matérielles. Mais le journal a tout éclipsé, parce que ce n'était pas seulement une preuve du fait du crime, c'était la preuve de l'ampleur, de la durée, de la systématicité. C'était une histoire de survie. Écrite par une personne qui croyait qu'un jour quelqu'un la lirait, que quelqu'un connaîtrait la vérité. Le 3e jour de la fouille, les criminologues trouvent un autre document, dans la chambre de Castro au rez-de-chaussée, dans le tiroir de la table de chevet, sous de vieux journaux et magazines. Une feuille de papier, écrite à la main, l'écriture de Castro. La date en haut, 2004, 9 ans avant son arrestation. L'enquêteur déplie la feuille, lit la première ligne, s'arrête, appelle ses collègues. C'est une lettre de suicide. Castro avait prévu de se suicider. Il avait écrit une explication, mais il n'a jamais mis son plan à exécution. Le texte commence par une confession, directe, sans fioriture. « Je suis un prédateur, j'ai chassé des femmes, je les ai prises, je les ai gardées chez moi, pendant des années. » Vient ensuite une énumération, des noms, des dates d'enlèvement, des détails que lui seul connaît. Michelle Knight, août 2002, Amanda Berry, avril 2003, Gina De Jesus, avril 2004. Tout correspond au témoignage des victimes. Tout est exact. Aucune version de vie volontaire, seulement la vérité. Castro décrit comment il a planifié les enlèvements. Il repérait les victimes, suivait leurs itinéraires, choisissait les moments, agissait de manière calculée. J'avais vu Michelle plusieurs fois avant ce jour. Je savais où elle allait. Je savais qu'elle était seule, que personne ne chercherait sérieusement. À propos d'Amanda, je l'ai vue au travail. Jeune, crédule. C'était facile de lui parler, de lui proposer de la raccompagner. À propos de Gina, la fille de ma fille étudiait avec elle. Je connaissais la famille, je connaissais le chemin de l'école, je savais qu'elle passerait par là à une certaine heure. Un calcul froid, aucune impulsivité, tout était réfléchi, tout était planifié. Ensuite, Castro passe aux explications. Il essaie de trouver des raisons, de se justifier. Il écrit sur son enfance, sur le fait qu'il a lui-même subi des abus, que cela l'a changé, a brisé quelque chose en lui. Je sais que je suis malade, j'ai des problèmes que je ne peux pas contrôler. Cela a commencé il y a longtemps, quand j'étais jeune. Mais même ici, il n'y a pas de remords, seulement une explication, seulement une tentative de rejeter la responsabilité, sur le passé, sur les circonstances, sur n'importe qui d'autre que lui-même. Castro écrit sur la dépendance. Il appelle cela une maladie. Il dit qu'il a essayé de lutter, mais il n'a pas pu. J'ai essayé d'arrêter après la première, mais ça n'a pas marché. Puis il y a eu la deuxième, puis la troisième. Chaque fois je me disais, c'est la dernière, mais je ne voulais pas arrêter. Le psychologue Michael Stone, qui a analysé la note, a remarqué « Castro démontre une compréhension de l'immoralité de ses actes, mais en même temps, il se décharge de sa responsabilité. Un schéma classique du trouble narcissique. Je suis coupable, mais pas de ma faute. » À la fin de la note, Castro écrit sur son intention de se suicider. Il dit que c'est la seule issue, qu'il ne peut pas continuer à vivre ainsi. Mais cela ne s'est pas produit. La note a été écrite en 2004. Castro a vécu encore 9 ans. Il a continué à retenir les femmes captives. Il a continué à vivre une vie normale à l'extérieur. Pourquoi n'a-t-il pas commis ce qu'il avait prévu? On ne sait pas. Peut-être a-t-il eu peur. Peut-être a-t-il décidé qu'il s'en sortirait. Peut-être a-t-il simplement changé d'avis. La note est transmise au procureur. C'est la seule confession écrite de Castro. Lors des interrogatoires, il a tout nié. Mais ici, il a avoué, entièrement, en détail. Les avocats étudient le document. Ils discutent de la possibilité de l'utiliser au tribunal. Ils décident que oui, c'est écrit de sa main, ce sont ses mots, c'est une confession. La défense de Castro tentera de la contester. Ils diront qu'elle a été écrite dans un état de dépression, qu'elle ne doit pas être prise au sérieux, que ce n'est pas une véritable confession. Mais l'expertise graphologique confirmera. C'est l'écriture de Castro. Les dates correspondent aux événements réels. Les détails correspondent aux témoignages des victimes. Ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une invention. C'est la confession d'un homme qui comprenait ce qu'il faisait, et le faisait sciemment. La note révèle également autre chose. Castro pensait aux conséquences.
Il planifiait ce qui viendrait après. Il a écrit une explication au cas où il serait trouvé. Mais même face à une fin possible, il n'a pas admis l'essentiel. Il n'a pas pleinement reconnu sa culpabilité. Il n'a pas exprimé de regret pour les victimes. Il n'a pas pensé à leur souffrance. Tout ce qui le préoccupait, c'était comment s'expliquer, comment se justifier, comment rejeter la faute sur les circonstances. Cette note est devenue une preuve supplémentaire, non seulement du fait du crime, mais aussi du profil psychologique du criminel. Un homme sans empathie, sans capacité de remords, capable d'actes monstrueux, tout en ne se plaignant que de lui-même. Après l'arrestation, les enquêteurs reconstituent la scène. Comment Castro a exactement commis les enlèvements? Quelle méthode il a utilisée? Comment il a attiré les victimes? Les témoignages des 3 femmes donnent une image claire. Castro ne s'emparait pas des gens dans la rue. Il n'utilisait pas la force brute immédiatement. Il agissait par manipulation, par la confiance. La première fut Michelle Knight, le 23 août 2002. Michelle raconte aux enquêteurs « J'allais à un rendez-vous aux services sociaux. J'étais en retard. L'arrêt de bus était loin. Il est arrivé en pick-up. Je ne le connaissais pas, mais il a dit qu'il pouvait me déposer. Castro s'est présenté. Il a dit qu'il l'avait vue dans le quartier, qu'il savait où elle allait. Il a proposé son aide. Il avait l'air amical. Il souriait. Michelle hésitait. Elle ne voulait pas monter avec un inconnu. Mais elle était en retard. Le rendez-vous était important. Elle a décidé de prendre le risque. Elle est montée dans la voiture. Castro a démarré. D'abord sur le bon itinéraire. Puis il a tourné. Il a dit qu'il connaissait un raccourci. Il l'a conduite chez lui. Il a dit qu'il devait entrer 1 minute, qu'il avait oublié quelque chose. Il lui a demandé d'attendre à l'intérieur. Michelle est entrée. La porte s'est refermée. Castro a changé. Le sourire a disparu. Sa voix était différente. Il l'a attrapée, l'a traînée à l'étage, l'a enfermée dans la pièce. Tout s'est passé en quelques minutes. Personne n'a vu. Personne n'a entendu. La rue était vide. C'était un jour de semaine. Tout le monde était au travail. La deuxième fut Amanda Berry, le 21 avril 2003. Amanda témoigne. « Je suis sortie du travail. J'ai appelé ma mère. J'ai dit qu'on allait me déposer. J'allais à l'arrêt de bus. Il est arrivé. » Castro connaissait Amanda. Pas personnellement. Mais il l'avait déjà vue. Il savait où elle travaillait. Il l'avait vue plusieurs fois au Burger King. Il avait planifié à l'avance. Il s'est arrêté à côté. Il a baissé la vitre. Il l'a appelée par son nom. Amanda s'est arrêtée. Elle a été surprise. D'où connaissait-il son nom? Castro a dit qu'un ami de son fils la connaissait, que son fils lui avait demandé de lui remettre quelque chose, qu'il avait un cadeau pour elle dans la voiture. Amanda s'est approchée. Elle a regardé par la fenêtre. Castro a montré le siège arrière. Il y avait un paquet, emballé dans du papier. Il lui a proposé de s'asseoir, de regarder le cadeau. Il la déposerait chez elle en même temps. Amanda hésitait. Mais Castro avait l'air normal. Il parlait calmement. Il mentionnait des connaissances. Elle est montée. Castro a démarré. L'itinéraire était le bon. Les premières minutes. Puis il a tourné. Il a dit qu'il devait passer chez lui, pour lui prendre autre chose. Il l'a conduite à la maison de Seymour Avenue. Il lui a demandé d'entrer. Amanda est entrée. La porte s'est refermée. Le chemin du retour a disparu. La troisième fut Gina de Jesus, le 2 avril 2004. Gina raconte. « Je rentrais de l'école. Une amie a tourné vers sa maison. J'ai continué seul. Il s'est arrêté à côté. » Castro connaissait Gina mieux que les autres. Sa fille Arlene étudiait avec elle. Elles étaient amies. Elles se rendaient visite. Gina connaissait Castro de vue. Elle savait qu'il était le père d'Arlene. Il a baissé la vitre. Il l'a saluée. Il lui a demandé comment elle allait. Gina a répondu poliment. Elle ne s'est pas méfiée. C'était le père de son ami, un adulte connu. Castro a dit qu'Arlene était à la maison, qu'elle voulait montrer quelque chose à Gina. Une nouvelle chose. Elle avait demandé de l'inviter. Il a proposé de la déposer. Gina a réfléchi. Elle a décidé que c'était normal. Elle allait souvent chez Arlene. Ses parents le savaient. C'était sûr. Elle est montée dans la voiture. Castro l'a conduite. Non pas à son ancienne maison où Arlene vivait avec sa mère, mais à la nouvelle,
sur Seymour Avenue. Gina ne connaissait pas l'adresse. Elle n'a pas compris tout de suite. Quand ils sont arrivés, Castro a dit « Attends dans la maison. Arlene arrivera bientôt. » Gina est entrée. Elle a regardé autour d'elle. La maison était vide, silencieuse. Arlene n'était pas là. Elle a essayé de sortir. La porte était fermée à clé. Castro se tenait entre elle et la sortie. Son visage a changé. Il est devenu dur. Tout s'est passé vite. 3 enlèvements. 3 méthodes différentes. Mais un seul principe. L'utilisation de la confiance. Avec Michel, une offre d'aide d'un inconnu. Avec Amanda, la mention de connaissances communes. Avec Gina, l'utilisation de l'amitié de sa fille. Castro choisissait ses victimes avec soin. Michel, seul, sans un fort soutien familial. Amanda, jeune, crédule. Gina, une connaissance qui ne soupçonnerait rien. Il a utilisé son statut. Conducteur de bus scolaire, père, voisin, une personne ordinaire à qui on pouvait faire confiance. Les enquêteurs reconstituent les itinéraires, vérifient les caméras de surveillance de ces années-là, trouvent des confirmations. Le pick-up de Castro au bon moment, aux bons endroits. Tout concorde. Les témoignages des victimes, les enregistrements des caméras, des témoins qui ont vu le pick-up, mais n'y ont pas prêté attention. Ce n'était pas un hasard. C'était un système. Castro chassait, choisissait, planifiait, agissait de manière calculée. Et son statut social, sa réputation d'homme ordinaire, était sa principale arme. Les preuves recueillies auraient suffi pour 10 affaires. Le parquet a préparé l'accusation pendant 2 mois. Le résultat, 977 chefs d'accusation. 1er août 2013. Bâtiment du tribunal du comté de Cuyahoga. La salle est bondée. Journalistes, famille des victimes, curieux. Tout le monde veut voir. Castro est amené dans la salle. Robe de prisonnier orange. Menottes, garde des 2 côtés. Il s'assied à la table de la défense. Regarde droit devant lui. Le visage de pierre. Le juge lit les accusations. La liste est longue. Enlèvement, 3 chefs. Séquestration illégale, plusieurs chefs. Autres articles. Des centaines de formulations. Chaque chef, un crime distinct. Le procureur Timothy McGuinty fait une déclaration. Il dit qu'il est prêt à requérir la peine maximale. Cette affaire mérite la peine la plus sévère. La défense de Castro propose un accord. Leur client est prêt à plaider coupable, pour tous les chefs, en échange de l'abandon de la demande de peine maximale. Les négociations durent 1 semaine. Le parquet consulte les victimes, demande leur avis. Toutes les 3 acceptent. Elles ne veulent pas d'un long procès. Elles ne veulent pas témoigner au tribunal. Elles ne veulent pas revivre cela. Le 26 juillet, Castro plaide officiellement coupable, pour les 977 chefs d'accusation. Chacun est lu séparément. Cela prend des heures. Castro répète « Je reconnais ». Encore et encore. Le 1er août, une audience de condamnation est fixée. C'est la dernière chance pour les parties de s'exprimer. Le procureur présente les preuves, montre des photos de la maison, lit des extraits du journal de Michel, décrit le système que Castro avait mis en place. Puis la parole est donnée aux victimes. Si elles le souhaitent, elles peuvent témoigner, dire quelque chose directement à Castro. Amanda et Gina refusent. Elles ne veulent pas être dans la même pièce que lui. Elles transmettent des déclarations écrites. Le juge les lit à voix haute. Michel décide autrement. Elle se dirige vers la barre, se tient à quelques mètres de Castro, le regarde. Elle parle directement, sans note. Les mots viennent du cœur. 11 ans. 11 ans de ma vie que tu as volé. J'étais jeune. J'avais des projets. J'avais des rêves. Tu as tout pris. La voix tremble, mais elle continue. Tu pensais m'avoir brisé. Tu pensais que je ne survivrais pas. Mais je suis là. Je suis vivante. Je suis plus forte que tu ne le seras jamais. Castro regarde la table. Il ne lève pas les yeux. Tu passeras le reste de ta vie dans une cellule, comme tu nous as gardés. Maintenant, tu sauras ce que ça fait. Et j'espère que chaque jour tu te souviendras de nos visages. Michel se tait. Quelques secondes de silence. Puis elle retourne à sa place. La salle est dans un silence complet. Même les journalistes ne bougent pas.
Le juge donne la parole à Castro. Dernière chance de dire quelque chose, de s'excuser, d'expliquer. Castro se lève, parle lentement, monotonement. Je suis malade, j'ai une dépendance. Je ne voulais pas faire de mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je m'excuse. Les mots sonnent creux, sans émotion, sans remords, mécaniquement. Il ajoute « Je ne suis pas un monstre, je suis juste un homme malade ». Le juge l'interrompt. Il dit qu'il en a assez entendu. C'est l'heure de prononcer la sentence. Le juge Michael Rousseau se lève, lit la décision. Ariel Castro, vous êtes reconnu coupable des 97 chefs d'accusation. Le tribunal vous condamne à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Une pause. Puis il ajoute « Plus 1000 ans d'emprisonnement. La peine sera purgée consécutivement. Cela garantit que vous ne sortirez jamais en liberté. » Castro ne réagit pas. Il reste immobile. Les gardes le prennent par les bras, le sortent de la salle. Les familles des victimes pleurent, certains de soulagement, d'autres de douleur. 10 ans d'attente se sont terminés. Justice est faite. Le procureur McGuinty commente au finaliste. Cette sentence signifie que Castro passera chaque jour restant de sa vie derrière les barreaux. Il l'a mérité. Et même cela n'est pas suffisant pour ce qu'il a fait. La sentence prend effet immédiatement. Castro est envoyé dans une prison de haute sécurité. Cellule individuelle. Surveillance 24 heures sur 24 heures. Aucune indulgence. L'affaire Ariel Castro est officiellement close. 3 femmes sont libres. Le criminel est puni. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La sentence est prononcée. Castro est en prison. Mais pour Cleveland, l'affaire n'est pas close. La ville devait décider quoi faire du rappel, de la maison de Seymour Avenue. Le bâtiment était vide. La police avait fini son travail. Les preuves étaient recueillies. Mais la maison restait. Les habitants passaient devant, regardaient les fenêtres closes, se souvenaient de ce qui s'était passé à l'intérieur. Le conseil municipal discutait des options. Vendre la maison, la transformer en mémorial, la laisser telle quelle. Les victimes se sont prononcées sans équivoque. Cette maison doit disparaître. Il ne doit rien en rester. Le 7 août 2013, la démolition a commencé. Des bulldozers sont arrivés tôt le matin. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour regarder. Des voisins, des journalistes, juste des curieux. Le premier coup a détruit le porche, celui-là même d'où Amanda était sortie pour la première fois. Le deuxième coup, un mur. Le troisième, le toit. En quelques heures, la maison s'est transformée en un tas de débris. Au soir, il ne restait rien sur le site, seulement un terrain vide. La terre a été recouverte, engazonnée. Le maire de Cleveland, Frank Jackson, a commenté « Nous effaçons un rappel physique, mais nous n'oublierons pas les leçons que cet endroit nous a enseignées. » Pendant que la maison était démolie, les 3 femmes commençaient une nouvelle vie, un processus de réhabilitation, long, douloureux, mais nécessaire. Amanda est retournée auprès de sa famille, vers son père, vers sa sœur. Les premières semaines, elle est restée simplement à la maison. Elle avait peur de sortir, elle avait peur des gens, elle avait peur des espaces ouverts. Des psychologues ont travaillé avec elle quotidiennement, lui ont appris à refaire confiance, à reconstruire des relations, à revivre. Gina est également retournée chez ses parents. Sa mère ne la quittait pas, elle avait peur de la laisser partir, elle avait peur que ce soit un rêve, qu'elle se réveille et que Gina ne soit plus là. Michelle a choisi un chemin différent, elle n'est pas retournée auprès de sa famille, les relations étaient compliquées. Au lieu de cela, elle a commencé à vivre de manière autonome, avec l'aide des services sociaux. Elle a lentement construite son indépendance. Toutes les 3 ont reçu une compensation financière de l'État de l'Ohio. L'argent a aidé, mais n'a pas guéri. Les cicatrices sont restées, physiques, psychologiques. 3 septembre 2013,
1 mois après la sentence, les gardiens de prison effectuent la ronde du matin. Ils vérifient les cellules, arrivent à la cellule de Castro. Il est pendu. Un drap est attaché au barreau de la fenêtre. Les gardes appellent les médecins. Ils tentent de le réanimer. Sans succès. La conclusion officielle est un décès volontaire. L'enquête le confirme. Aucun signe d'implication extérieure. Certains ont dit qu'il avait échappé à sa punition, évité les années qu'il aurait dû passer en cellule, obtenu une sortie facile. D'autres ont dit que c'était le dernier aveu de culpabilité, le seul remords dont il était capable. Le psychologue Michael Stone a proposé une troisième version. Castro ne pouvait pas exister sans contrôle. Toute sa vie, il a contrôlé les autres. En prison, il était contrôlé. C'était insupportable. Le dernier acte de contrôle, choisir sa propre fin. Après cet événement, l'affaire a été officiellement classée. Le criminel n'existait plus. Les victimes étaient libres. Justice était faite. Mais des questions sont restées. Des questions non pas à Castro, mais à la société, au système, à ceux qui vivaient à côté. 10 ans, 3 femmes se trouvaient à quelques kilomètres de leur famille, des postes de police, des gens qui les cherchaient. 10 ans, elles étaient si proches et si loin. Les voisins avaient remarqué des bizarreries, des fenêtres fermées, beaucoup de nourriture, des bruits étranges. Mais personne n'a fait le lien. Personne n'a regardé plus profondément. La police est venue 2 fois à la maison, a frappé à la porte, a parlé à Castro, est reparti, n'est pas entré, n'a pas vérifié. Un détective a interrogé Castro en 2004. Son nom était sur la liste des suspects, mais sa réputation l'a protégé. Un simple chauffeur de bus, le père de l'ami de la victime. Il aidait aux recherches. Il ne pouvait pas être impliqué. La sociologue Catherine Genovès a étudié l'affaire. Elle a écrit un article sur la cécité collective, le phénomène où la société ne remarque pas un crime parce qu'elle ne veut pas voir. Les gens vivent à côté, mais ne se voient pas, ne posent pas de questions gênantes, respectent les frontières. Mais parfois, le respect des frontières signifie ignorer un cri à l'aide. L'affaire Castro a changé l'approche de la police en matière d'enquête. Désormais, chaque plainte pour violence domestique est vérifiée plus minutieusement. Chaque appel étrange exige une inspection complète. À Cleveland, un programme de formation a été créé pour les habitants. Ils apprennent à reconnaître les signes d'enlèvement, à remarquer les bizarreries, à ne pas avoir peur de signaler. Les 3 femmes ont continué leur vie. Amanda a écrit un livre, raconte son histoire, aide d'autres victimes. Gina est également devenue militante. Elle se bat pour les droits des personnes disparues. Michelle a choisi l'intimité, vit tranquillement, se rétablit à son rythme. L'histoire de la maison de Seymour Avenue a pris fin, mais les leçons sont restées, sur la facilité avec laquelle on peut ne pas remarquer l'horrible, comme il est simple de passer à côté, et comme il est important de regarder plus attentivement le monde qui nous entoure.